On le sait, c'est maintenant un incontournable pour les jeunes athlètes d'utiliser les médias sociaux pour développer leur carrière sportive. Mais jusqu'où doivent-ils vraiment aller pour y parvenir? Bienvenue au deuxième épisode de Nos premiers podiums, tout nouveau balado présenté dans le cadre de la 55e finale des Jeux du Québec qui aura lieu à l'été 2021 à Laval. Pour aborder notre thème d'aujourd'hui, qui est les médias sociaux et son culte de l'image, j'ai fait appel à un de mes bons amis. Il est stratège formateur en contenu numérique créatif. En fait, c'est lui que j'appelle chaque fois que j'ai une question sur les médias sociaux. Souvent, c'est juste un texte « Hey Frank, comment on fait ça? » Et ça se termine comme ça. Et une chance qu'il ne me charge pas de la question parce que ça me coûterait la totale. Francis Jeté. Salut Émilie, ça va bien? Ça va, je suis contente de t'avoir avec nous. Puis tout de suite, on va aller présenter notre athlète invité. Je sais que vous ne vous connaissez pas, mais j'ai bien l'impression qu'à la fin de cet épisode-là, vous allez en avoir appris de l'un et de l'autre. Puis je pense même que Félix, que je présente à l'instant, qui est champion du monde junior aux anneaux et médaillé d'argent au sol au championnat du monde junior de 2019. Si c'est un visage qui vous semble connu, ben ça se peut parce qu'il est récipiendaire du Maurice pour l'athlète masculin de niveau canadien au dernier gala Sport Québec. Il est originaire de Laval, puis c'est un peu pour ça aussi qu'on lui a demandé d'être ambassadeur de la 55e finale des Jeux du Québec, événement à laquelle il a d'ailleurs participé comme gymnaste en 2013 à Saguenay. Félix Dolcier, merci de te joindre à nous. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Bon, Félix, on va commencer tout de suite. Tu peux me tutoyer parce que oui, je suis un peu plus vieille que toi, mais aujourd'hui, on va parler des vraies affaires. Fait que vraiment, on se tutoie du début à la fin. Puis je vais même commencer, les gars, pour mettre la table en vous faisant une confession. Je sais, Francis, que je suis un peu plus jeune que toi. Félix, un peu plus vieille que toi. Mais il y a vraiment des moments où j'aurais aimé naître à une autre époque et ne pas connaître les médias sociaux parce que je sais que ça fait partie de mon métier. Mais il y a des journées où je trouve ça excessivement lourd. Puis je vais commencer avec Félix. Félix, tu es très présent sur les médias sociaux. Moi, je te suis sur Instagram. Ça fait combien de temps que tu es actif comme ça sur les médias sociaux? Bonne question. Je pense que plus sérieusement, j'ai commencé à poster du contenu là, sur moi et mon évolution dans le sport, je dirais peut-être il y a 5 ans, peut-être 5-6 ans. Plus sérieusement, là, c'est sûr que j'ai peut-être commencé un peu avant, voir un peu à quoi ça ressemblait, un peu comme tout le monde. Mais plus sérieusement, là, je dirais 5-6 ans, en effet. Et est-ce que tu as remarqué une évolution dans ta façon d'utiliser les médias sociaux maintenant que là, bon, tu es rendu sur la scène canadienne, tu étais un gymnaste qui est vraiment reconnu et là, tu aspires à la scène internationale. L'évolution dans ton utilisation des médias sociaux, ça ressemble à quoi? En fait, c'est certain qu'il y en a une. Je pense que tout d'abord, comme tu le dis si bien, personnellement, je trouve que c'est un super bel outil, mais lorsqu'on a une petite communauté qui grandit, puis lorsqu'on apprend à l'utiliser, puis à voir un peu les impacts que ça peut avoir, je pense qu'il faut savoir bien l'utiliser. Puis je te dirais que la plus grosse évolution qu'il y a eu, c'est juste moi, en tant qu'utilisateur des plateformes, de juste m'assurer de justement bien le faire et de connaître les risques, en fait, de connaître les impacts, surtout. Et là, je vais aller interpeller Francis. Justement, savoir bien utiliser les médias sociaux, les risques, les bénéfices. On va commencer par les bénéfices parce que je pense qu'ils sont vraiment nombreux. C'est juste que par moment, les effets négatifs, les impacts négatifs ont tendance peut-être à ternir. Mais commençons avec le positif pour un athlète d'utiliser les médias sociaux. Ouais, mais tu sais, puis Félix est un bel exemple d'une belle utilisation des médias sociaux dès un très jeune âge. Félix, tantôt tu disais qu'on se connaît pas personnellement, mais moi j'ai vu évoluer Félix sur les médias sociaux au fil des ans parce que j'ai eu la chance de collaborer avec les Jeux du Québec depuis 2014 et avec Gymnastique Québec aussi comme consultant en stratégie de contenu numérique. Donc, j'ai vu là vraiment comme l'évolution de l'utilisation des médias sociaux par Félix et c'est un bel exemple de comment on peut leverager les médias sociaux afin d'aider notre carrière d'athlète. Tu sais.
Puis il y a plein d'impacts positifs que ça peut avoir. Tu sais. Tout d'abord, évidemment, on comprend que ça donne une visibilité. Cette visibilité-là, on peut l'utiliser à plein de bons escients. Ça peut être pour essayer de donner de la visibilité à des partenaires. Ça peut être pour essayer de se faire découvrir, que ce soit par des coachs d'équipes nationales, que ce soit par des coachs à des niveaux supérieurs. Donc, quand on pense par exemple, du côté des équipes, des sports d'équipe, ben peut-être un coach d'une équipe universitaire ou quoi que ce soit. Donc, ça donne ce genre d'exposure-là, cette visibilité-là qu'on pourrait peut-être pas aller chercher d'autres manières. Donc, ça, c'est vraiment un élément clé. L'autre chose qui est intéressante par rapport à ça, c'est toute la notion de réseautage avec les autres athlètes. Fait que tu rencontres un athlète en compétition, puis oui, il y a peut-être un aspect compétitif, mais peut-être que tu es capable de connecter avec cette personne-là au niveau de la compétition. Et après ça, tu peux garder un certain contact. Et là, ce contact-là, il est intéressant parce que tu développes des liens d'un côté, mais de l'autre côté, ça peut avoir un impact très important côté motivation. Hein? Donc là, tu vois l'autre personne poster des stories, publier du contenu en lien avec sa progression en tant qu'athlète. Donc ça peut avoir un impact vraiment positif par rapport à ta propre motivation. Puis finalement, il y a toute la notion aussi, évidemment, de toute la notion de préparer son après-carrière. Donc pendant qu'on est actif sur les médias sociaux, on développe, si on fait du bon boulot, évidemment, un peu comme Félix l'a dit, puis il l'a mentionné, il parlait de sa progression, il a parlé qu'il a vu sa communauté croître. Hein? Donc, quand on développe cette communauté-là, il y a deux éléments intéressants. C'est que, on peut devenir un role model, hein? Une personne inspirante pour d'autres athlètes qui sont à d'autres niveaux dans leur carrière. Ça peut être des niveaux plus bas, ça peut être quelqu'un qui est presque au même niveau que nous, qui a à peu près le même âge, mais qui n'atteint pas exactement les mêmes résultats peut-être. Donc, il y a toute cette notion-là d'inspirer. Puis au niveau de l'inspiration, ça c'est intéressant parce que c'est prouvé que c'est un des éléments sur les médias sociaux. En fait, c'est l'émotion sur les médias sociaux qui a le plus grand impact au niveau de la viralité. Hein? Fait un contenu qui est inspirant, souvent c'est ce contenu-là qui va être le plus partagé. Donc, tous les athlètes qui créent du contenu sur les médias sociaux, on a la chance d'avoir plein d'éléments un peu plus motivants, un peu plus inspirants quand on va chercher des victoires, etc., etc. Et finalement, quand on crée cette communauté-là, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? C'est vraiment on pourrait, par exemple, être en train de planifier notre après-carrière. Hein? Donc, toute la notion de dire comme, là, j'ai une fanbase que j'ai réussi à me créer, cette communauté-là de gens qui m'appuient, qui me supportent, qui m'encouragent. Mais quand j'ai fini ma carrière, je peux peut-être trouver des manières originales de développer mon après-carrière en lien avec cette communauté-là que j'ai créée, que ce soit en devenant un peu plus un influenceur ou en leverageant cette communauté-là pour développer des contenus ou encore on demeure impliqué dans le monde du sport et là, on va chercher encore une fois des partenariats. Et ça, il y a des belles exemples au Québec qu'on a vus. Je pense entre autres aux Sœurs du Four-la-Pointe qui ont développé une belle présence numérique dans leur carrière. Et, évidemment, pour elles, il y avait un petit aspect intéressant parce qu'elle avait été pas mal virale du fait que c'était 3 sœurs, mais par la suite, on a été capable de monétiser ça de manière intéressante en lançant par exemple, une marque. Hein? Puis en faisant des partenariats stratégiques avec certaines entreprises. Donc, pour moi, là, c'est 3 éléments clés par rapport à l'impact positif d'une présence médias sociaux pour les athlètes. Félix, toi, tu as 18 ans seulement, tu as déjà un peu plus de 14 000 abonnés sur ton compte Instagram. Je remarque aussi que tu commences à être actif et je ne sais pas si ce sont des partenariats qui sont déjà établis ou c'est quelque chose sur lequel tu travailles. Je voyais Attitude Living que tu as fait une espèce de petite promotion pour eux, également Revive Superfoods. Également, en ce moment, là, qu'est-ce qui fait réagir ton compte Instagram? Eh bien, je pense qu'il faut savoir aussi qu'une grande partie de mes abonnés et des gens qui me suivent, c'est un peu en raison de mon sport, qui est la gymnastique. C'est aussi un peu une des grandes raisons pourquoi j'aime ça partager sur les réseaux sociaux. Mais si j'avais à pointer en fait un type de publication qui fait plus viral sur mon compte, si je peux dire de cette façon-là, ce serait certainement mes évolutions là, pendant l'entraînement, pendant les camps d'entraînement et même aux compétitions. Je pense que c'est vraiment ce qui attire le plus, un peu les gens qui me suivent en fait, vraiment en général. Et pour répondre à ta question là, sur les partenariats, en fait, depuis maintenant bientôt 1 an, je travaille avec une agence qui s'appelle Dulcedo.
Ils travaillent avec beaucoup de modèles ou de sportifs là, qui ont une petite base sur les réseaux sociaux. Et tu me demandais un peu si c'était aussi des partenariats, une tentative, si c'était comme des partenariats vraiment fondés avec une compagnie. En fait, je pense que je pourrais plus le qualifier de plus tentative. J'aime ça touch base un peu avec plusieurs compagnies, plusieurs produits. C'est certain que j'essaie de montrer aux gens qui me suivent des produits puis des choses qui me ressemblent en tant que personne puis en quoi je crois. Donc, comme tu as pu le voir, là, un des partenariats que j'avais fait avec Attitude, c'était sur un déodorant super bon pour biodégradable puis super bon pour la nature que je trouvais super. Je trouvais ça c'est une super belle idée. Fait que c'est un peu une des grandes raisons pourquoi j'ai voulu le promouvoir sur mes réseaux sociaux. Et par la suite, là, la deuxième promotion là, que j'avais fait là, pour les shakes qui sont super bons le matin, étant sportif, c'est vraiment quelque chose que je prends souvent. Donc, ça fit absolument avec ma personnalité puis avec mon quotidien. Donc, c'est un peu dans cet aspect-là que les promotions vont. Parlant de contenu promotionnel, c'est super bien la manière dont tu en parles parce que c'est un des éléments clés quand on développe des partenariats comme ça. C'est important que ça se fasse avec des marques qu'on apprécie pour que ce soit le plus authentique possible. Puis là, justement, parlant d'authenticité, j'avais une question pour toi. Je me demandais, tu sais, dans la vie d'athlète, des fois, on a des hauts puis on a des bas. Hein? Puis, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu connais des bas? Est-ce que tu l'utilises dans ton storytelling sur tes médias sociaux pour essayer justement de démontrer que tout n'est pas parfait dans la vie, puis essayer d'intégrer ces moments un peu plus difficiles-là pour essayer d'inspirer un peu plus tes abonnés? Certainement, je pense que c'est sûr que je le fais pas dans tous les détails et tout le temps, parce que je pourrais te dire qu'il y en aurait beaucoup, parce que étant athlète de haut niveau, des bas, c'est vraiment un quotidien. Mais si je peux prendre un exemple, mettons, d'une grosse blessure ou d'une contre-performance à une compétition, moi, c'est certain que j'ai aucun problème à le partager puis à en parler. Je trouve que, comme tu l'as dit, ça montre un peu la beauté puis la vérité de ce que je vis au quotidien puis de mon sport puis de ce que ça représente. Donc, certainement, moi, je l'utilise beaucoup. Je trouve que c'est comme un peu être authentique, si je peux le dire de cette façon-là, face aux gens qui me suivent. Puis c'est vraiment dans cette envergure-là, montrer le plus possible ce que je vis tous les jours. Mais c'est sûr que j'essaie de le faire de temps à autre, mais certainement, je l'utilise, oui. Je suis contente que tu en aies parlé, Frank, parce que c'était ma prochaine question. Quand un peu je préparais le sujet, je lisais sur les médias sociaux, puis je suis arrivée sur le site de Tel Jeune, puis il y a vraiment une section complète qui met un peu les mises en garde des médias sociaux, puis il y a 3 éléments qui sont ressortis. La vie en rose, fait que cette espèce de vision déformée-là de la réalité qu'on a tendance à voir sur les médias sociaux. L'autre aspect, tout doit être merveilleux. Donc là, c'est quelque chose que tu viens d'aborder. Il y a des hauts et des bas comme athlète, et c'est correct de les présenter. Puis l'autre chose, c'est le défi d'être honnête, justement, d'être authentique. Ou est-ce que on a toujours, on dirait, cette crainte-là de dire, mais si je montre que ça va pas bien dans ma vie, est-ce que je vais avoir un désintérêt des gens qui suivent? Puis je vais vous donner le meilleur exemple. Si vous me suivez sur les médias sociaux, Frank, je sais que tu le fais. Moi, j'ai perdu mes parents en dedans de 3 ans, et ma façon de leur faire une belle visibilité ou une espèce d'hommage, c'est en rappelant leur anniversaire, même s'ils sont plus là. Donc, pour certains, ça a peut-être une connotation négative et même déprimante. Pour d'autres, ça va être vraiment juste un moment et un moment de douceur, d'espoir. Puis aussi, finalement, c'est moi. Qui je suis sur les médias sociaux, ça devrait être qui je suis dans mon quotidien. Et ça, je pense, c'est ce que plusieurs athlètes et jeunes qui les utilisent ont de la difficulté à faire. Ah, tout à fait, c'est vraiment bien dit. Puis, tu sais, je pense que c'est une des nombreuses problématiques que les médias sociaux peuvent apporter, c'est cette déformation-là de la réalité, parce qu'on voit juste les highlights, on voit juste les beaux moments qu'on veut mettre de l'avant, qu'on choisit de mettre de l'avant, mais c'est vraiment prouvé qu'il y a une certaine tendance à amener un peu plus l'envers de la médaille, puis de démontrer un peu plus l'aspect authentique puis le vrai. Fait dans la majorité des influenceurs, on voit cet élément-là qui arrive de plus en plus dans les notions de storytelling par rapport au contenu qu'on aborde. Puis il y a
c'est des sujets qui sont quand même tendance, toute la notion de prendre soin de soi, d'être vrai, puis tout ça. Puis ça, je pense que ça va amener un certain renouveau au niveau des médias sociaux. Mais effectivement, c'est super important pour les athlètes qui nous écoutent à la maison de ne pas oublier que qu'est-ce que vous voyez sur les médias sociaux d'autres athlètes ou de gens qui vous inspirent, de gens qui vous suivez, que on voit une seule partie. Puis ces gens-là, c'est pas parce qu'ils voyagent beaucoup, qu'ils ont des belles performances, qu'à l'intérieur, il y a pas un aspect un peu plus difficile. Ils rencontrent tous certains obstacles dans leur carrière. Puis je pense que c'est un élément important. Puis ça m'amènerait peut-être à poser justement la question à Félix, à savoir, toi Félix, est-ce qu'il y a des gens comme ça est-ce que des fois tu te rends compte qu'en utilisant les médias sociaux, en passant du temps sur les médias sociaux, est-ce que des fois tu te rends compte comme tu lâches les médias sociaux, puis là tu as comme un feeling d'être down, comme tu t'es comparé à d'autres, puis là tu te fais comme lui, comme, t'as-tu fait est-ce que tu es mindful de ça? Est-ce que des fois tu te rends compte de ça? Ben absolument, je pense que c'est très présent. Mais pour ma part, j'ai vraiment réussi assez tôt à vraiment séparer les deux mondes, si je peux le dire, parce que c'est vraiment deux mondes différents. Vraiment à comme voir ce qu'on a vu sur notre écran il y a 2 minutes, puis lorsqu'on dépose les réseaux sociaux, puis de se dire, ouais, mais on sait tous qu'il y a une deuxième histoire, puis il y a une deuxième facette à tout. Donc, moi, je le sais que derrière ma tête, même si c'était très beau ce que je viens de voir ou c'était très impressionnant, que ça soit du contenu gymnique ou autre, je sais qu'il y a un revers de la médaille parce que je connais, moi, en tant que, on va dire un peu créateur de contenu et tout, je sais un peu c'est quoi la réalité. Fait que je sais comment les autres se sentent puis justement, il y a un revers de la médaille. Donc, ça m'impacte vraiment pas à un très haut niveau. J'arrive vraiment à tout de suite switcher à un autre mode puis dire OK, ouais, mais je sais qu'il y a autre chose de l'autre bord, fait que ça ne m'affecte pas directement. Félix, tu parles de l'envers de la médaille, puis je sais qu'un des gros débats à l'heure actuelle, c'est le temps que passent les jeunes sur les différentes plateformes de médias sociaux. Francis, est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est pas la quantité, la durée consacrée, mais plutôt la façon dont il est utilisé ce temps-là sur les médias sociaux qui importe? Tout à fait, parce que Félix, premièrement, Félix vient de démontrer qu'il y a une manière de le faire de manière à prendre un certain recul pour comprendre qu'il y a pas juste la réalité, ce qu'on voit sur les médias sociaux. Fait que ça, c'est un élément clé. L'autre élément aussi, c'est de faire une bonne curation des comptes qu'on décide de suivre. Hein? Puis d'être toujours à l'écoute de justement ce sentiment-là. Quand on lâche notre téléphone après, comment je me sens? T'sais? Puis si on se rend compte que, dans le fond, après que j'ai consommé j'ai passé du temps sur Instagram, j'ai regardé du contenu, j'ai consommé du contenu, puis là, après ça, peut-être je me rends compte que j'ai perdu un peu mon temps, mais peut-être ça veut dire que t'es-tu pour faire un ménage de tes médias sociaux, de mieux décider qui tu suis. Puis moi, je le dis toujours, les médias sociaux, c'est un outil. C'est comment tu vas l'utiliser. Fait que Félix l'utilise bien, lui, pour sa carrière. Après ça, je ne sais pas quel genre de contenu, quel genre de compte il suit, mais c'est très facile d'aller suivre des comptes qui sont en lien avec des intérêts, hein, mais que ça peut être des comptes qui sont là peut-être pour nous inspirer, pour nous motiver et pour apprendre. Que ce soit apprendre, tu sais, puis là, quand on parle à des athlètes, on peut apprendre des techniques d'entraînement, on peut apprendre des techniques de récupération, on peut apprendre sur la nutrition, sur plein d'éléments qui vont nous aider peut-être à mieux performer, et la méditation, la nutrition, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on oublie avec les médias sociaux, c'est que ça peut être un outil très, très, très fort. Puis la dernière chose qui est le plus important, selon moi, c'est, tu parlais tantôt peut-être un peu de la quantité de temps qu'on utilise, mais aussi c'est à quel moment dans la journée on utilise les médias sociaux, parce que c'est prouvé qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur les médias sociaux en fin de journée, hein, et en fin de journée, qu'est-ce qui arrive? Pas longtemps après, on s'en va se coucher. Puis l'impact du blue light cellulaire. Donc, pas tant l'impact négatif des médias sociaux à proprement dit, mais du fait qu'on est en train d'utiliser le cellulaire juste avant de dormir, ça peut avoir un impact négatif sur la qualité de notre sommeil. Et donc, qui dit
soleil de moins bonne qualité dit performance de moins bonne qualité aussi. Félix, d'ailleurs, tu sais, c'est ça, on parle de l'importance de décider à quel moment dans la journée on regarde les médias sociaux. Un de ces moments-là où peut-être c'est un bon moment où peut-être le consommer moins, c'est le matin parce que des fois, on peut recevoir des commentaires un peu plus négatifs de la part de certaines personnes. On le sait sur les médias sociaux, dans les commentaires, c'est facile d'aller lâcher des commentaires un peu moins fun. Donc, je me demandais, toi, premièrement, en reçois-tu beaucoup? Puis deuxièmement, comment tu gères ça? Honnêtement, vraiment pas. Je reçois vraiment pas de commentaires, si je pourrais qualifier, mettons, de désagréables à ce sujet. Là, moi, je suis vraiment, pour ça, je pense que je suis vraiment choyé parce que ça ne doit pas être le cas de tout le monde. Mais non, vraiment, même si j'y pense, là, je pense vraiment jamais avoir eu de grands commentaires qui auraient pu être vraiment dans le but là, de soit rabaisser ou dénigrer ce que je fais. Là, vraiment, ça m'est jamais arrivé. Donc, je touche du bois pour ça. Très content. Fait que pas besoin de gérer les trolls. C'est ça, exactement. C'est ça. Merveilleux. Mais Félix, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te conseille sur ta façon d'utiliser les médias sociaux? Est-ce que c'est toujours toi qui les as utilisés? Est-ce que tes parents sont impliqués? Comment ça fonctionne? Je dois dire, au début, même avant que je prenne comme réseau social principal là, Instagram, parce que je le considère vraiment plus comme mon réseau social principal, j'étais beaucoup sur la plateforme Facebook. J'avais créé une page athlète Facebook où je postais un peu mes avancées là, en gymnastique et pendant mes compétitions, mes résultats. Et donc, lorsque j'étais vraiment plus vers la page Facebook, c'était beaucoup mon père qui m'aidait à la faire. Parce que non seulement il y avait un peu plus de connaissances que moi, puis j'étais un peu plus jeune, mais justement, mon père, il aimait ça, garder le cap un peu sur s'assurer que tout allait bien, s'assurer justement qu'il n'y avait pas de commentaires comme ça ou n'importe quoi qui aurait pu venir, pas tâcher l'image, mais justement causer des problèmes de la sorte. Donc, je dois dire qu'il m'a beaucoup aidé là-dessus. Puis après, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon usage des réseaux sociaux, je te dirais, c'est l'expérience, le temps. Je pense que j'ai appris à voir comment ça marchait, comment ça pouvait bien être utilisé, puis le pouvoir que ça avait. Et rendu là, c'est sûr que, comme je l'ai dit précédemment, mon agence, là, ils m'ont glissé super plein de tips and tricks pour justement améliorer tout ce que je fais, mon contenu, etc. Donc, non, vraiment, je te dirais expérience, puis un peu les connaissances que j'ai eues au travers des années. Parce que c'est aussi ça le risque, Francis, des médias sociaux pour les athlètes, à quel point ça peut être un levier exceptionnel pour les partenaires, puis toutes les bonnes raisons qu'on a nommées au départ. Mais il suffit d'une petite erreur de parcours pour vraiment carrément ternir sa carrière, puis tout ce qu'on a fait de bien jusqu'à maintenant. Puis bien que Félix ait seulement 18 ans, il est vraiment sujet à ce que ça puisse lui arriver tout simplement. Fait que j'ai comme une question en deux temps. D'abord, Francis, je veux t'entendre là-dessus. Puis après ça, Félix, à quel point tu réfléchis avant de faire une publication? Parce que moi, je m'en rends compte maintenant, n'importe quoi que je veux publier, j'ai tendance à trop réfléchir, mais je pense que maintenant, on ne doit pas trop réfléchir parce que les gens sont tellement irrespectueux sur les médias sociaux qu'on n'a pas le choix de faire attention. Fait que, Francis, au départ, sur justement ce risque-là pour les athlètes. Bien, il y a vraiment plusieurs éléments de réponse avec ça. Je pense que la première chose, c'est d'être le plus stratégique possible par rapport à notre approche de contenu. Donc, pas juste publier pour publier. Hein? J'ai mentionné le terme storytelling quelques fois. On a parlé de partenariat, on a parlé d'essayer de développer une communauté. Donc, c'est d'essayer de réfléchir à son contenu d'abord pour qu'il soit planifié. Tu sais, quand on regarde un compte d'influenceurs, puis que là, tout est de la même couleur, tout est beau, tout a de l'air parfait, ça a été réfléchi, puis des fois, ça a été même, le contenu a été créé en batch, hein, il a été créé une après-midi de shooting photo, puis là, on publie ça à tous les jours, puis ça a l'air d'être créé le jour même, mais ça a été beaucoup plus réfléchi que ça. Donc ça, c'est un des éléments clés. L'autre chose aussi que je dis souvent, c'est d'essayer de ne pas publier à un moment où on n'est pas dans le bon état d'esprit pour publier. Hein? Donc, après une défaite, après une compétition qui a mal été,
peut-être c'est le moment de mettre son cellulaire de côté ou prendre son cellulaire et appeler quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui va venir nous supporter, nous encourager. Là, ça, c'est bien. Mais c'est peut-être pas le moment idéal pour publier sur les médias sociaux. Donc, laisser le temps aux énergies négatives de peut-être s'en aller. Parce que ça, c'est un des éléments qui peut faire attention. Puis, l'élément que la majorité des gens ont tendance à oublier, c'est que c'est pas nécessairement qu'est-ce que toi, tu vas publier sur les médias sociaux qui peut te mettre peut-être dans l'eau chaude. C'est peut-être des actions que tu vas prendre que d'autres personnes vont mettre sur les médias sociaux. Puis là, ça, il y a deux éléments par rapport à ça. C'est quelque chose, une action que tu fais, puis qu'il y a quelqu'un qui est là avec un cellulaire, puis qui le capte, puis que lui le publie sur les médias sociaux, hein? Ou c'est quelque chose qu'on fait dans des messages privés, sur un commentaire en quelque part, ou donc c'est pas nécessairement quelque chose que quelqu'un va nous voir faire, mais peut-être dans une messagerie privée, un échange texto, hein? Des snaps qu'on envoie, que là, une capture d'écran, ça prend 1/100 de seconde à faire, clac, c'est pris, c'est envoyé. Donc ça, c'est un élément qu'on a tendance à oublier, c'est que oui, les médias sociaux, qu'est-ce que nous, on publie, mais qu'est-ce que les gens pourraient publier sur nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important d'être très, très, très prudent par rapport aux actions qu'on prend comme athlète dans des parties entre amis, des compétitions, sur les lieux de compétition ou en dehors des lieux de compétition. Donc, il y a ça. Puis après ça, toutes les actions qu'on peut prendre ailleurs où on pense que c'est privé, mais que ça ne l'est jamais, en fait, parce qu'on est juste à un screenshot d'avoir une carrière qui est terminée, là, tu sais. Fait que Félix, je reviens à ma question pour toi. À quel point tu réfléchis avant de faire une publication? Quelque plateforme qu'elle soit? Écoute, beaucoup, certainement beaucoup. Et un peu comme tu l'as dit juste avant, normalement, je pense que de base, il ne faudrait pas trop réfléchir. Je pense que c'est un peu... le but des réseaux sociaux, c'est un peu de dire comment on se sent. Puis, comme il l'a si bien dit, des fois, ça peut prendre une certaine tournure, soit d'un coup d'interprétation de quelqu'un d'autre, soit d'une action que tu as commis par la suite, qui a été photographiée ou prise en screenshot ou en vidéo. Et justement, ça rapporte après à devoir penser aux actions, puis justement à vraiment devoir réfléchir, avoir cette deuxième pensée, dire « OK, mais est-ce qu'on peut l'interpréter de cette façon-là? Est-ce que ça peut ressembler à autre chose de ce qu'on veut interpréter à la base? » Donc, pour répondre à ta question, oui, je réfléchis beaucoup, mais c'est sûr que moi, ce que je me dis avant, c'est quel est le message que j'essaie de transmettre lorsque je fais une publication, le but premier de la publication. Puis après, j'essaie juste de m'assurer que ça ne peut pas être mal interprété, comme ça, tout le monde est clair, tout le monde est d'accord avec un peu ce que la publication tente de faire. Et c'est personnellement l'impression que ça me donne, juste pour réduire tous les risques. C'est comme ça un peu que je vais par étapes, si on peut le dire. Puis, je suis curieuse de savoir, une journée typique dans la vie de Félix Dolcy avec l'entraînement, tout ça, à quel moment tu vas être sur ton téléphone? Parce que c'est drôle, j'ai fait le commentaire l'autre jour. Bon, tu as 18 ans, tu as ton téléphone, tu es tout à fait autonome dans l'utilisation de tes médias sociaux. Puis, je t'ai envoyé un deuxième texto, puis j'étais surprise de voir que tu répondais pas si vite. Et en même temps, je me suis dit, ben voyons donc, pourquoi je suis là à me surprendre de ça alors qu'il est probablement à l'école, qu'il y a aussi l'entraînement, que peut-être finalement que son téléphone, il l'a pas dans les mains 24/7 comme beaucoup de jeunes et même d'adultes. À quel moment tu es sur ton téléphone dans une journée? Mm-hmm. Eh bien, je te dirais, quand je me lève le matin, je suis toujours sur mon téléphone dès que je me réveille. Non seulement mon réveil matin, c'est mon téléphone parce que c'est lui qui sonne, mais juste après, je vais toujours voir mes courriels parce que j'ai beaucoup de courriels qui rentrent en une journée, 2 journées. Donc, si je laisse passer quelques jours, là, je vais avoir une grosse pile. Donc, j'essaie justement de tous les matins les feuilleter. Puis là, par la suite, c'est sûr que je prends un petit moment. Là, je vais voir sur Instagram, Snapchat, tous mes réseaux sociaux. Je parle un peu avec mes amis, puis surtout un peu avec la quarantaine, ça réduit les possibilités de se voir. Donc, les réseaux sociaux sont un peu notre premier intermédiaire pour communiquer, justement, partager, puis juste parler à nos amis, dire comment ça va et tout. Donc, je te dirais le matin, ce serait le premier moment. Là, quand je me réveille, j'ai toujours un petit 20-30 minutes, là, même quand je prends mon café, à consulter les réseaux sociaux. Et pour répondre justement à ta question que tu te demandais pourquoi je ne répondais pas aussi vite, eh bien, une des grandes raisons, c'est parce que ce matin, j'étais à l'entraînement. Donc, c'est un peu pour ça.
Mais j'ai pas nécessairement toujours mon téléphone sur moi. C'est pas, j'en ai pas besoin pour survivre. Mais c'est sûr que je pourrais pas nier le fait que je suis assez souvent sur mon téléphone. Donc, je pourrais dire, mettons, mes 3 moments le plus souvent de la journée, là, ce serait le matin, puis après l'entraînement, puis en soirée, là, avant que je me couche, là, j'ai toujours un bon temps là, sur les réseaux sociaux. Là, donc, ça résumerait le tout. Là. C'était pas un reproche en passant, c'était plus une constatation. Puis ça m'a même fait réaliser que c'est peut-être moi qui avais un problème parce qu'en fait, je constate que j'ai un problème parce que je me suis surprise l'autre jour à regarder une photo, vraiment comme une vraie photo, là, papier, là, et j'ai voulu regarder quelque chose sur la photo. Et j'ai fait comme, tu sais, le mouvement du 2 doigts pour agrandir sur un téléphone, là. J'ai fait ça sur une photo et j'ai su à ce moment-là que vraiment ça allait pas bien. Francis, peut-être on pourra conclure là-dessus parce que notre public cible aux Jeux du Québec, c'est le 12-17 ans. C'est une génération qui, nous, on a eu nos téléphones tard. Moi, mon premier cellulaire, je l'ai eu au cégep à 17 ans. Je me le suis payé, puis c'était comme ça. Maintenant, les jeunes viennent au monde avec l'iPad, puis ils sont déjà très avancés. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose quand ils sont bien éduqués de comment les utiliser. Mais pour le 12-17 ans et le parent qui accompagne son jeune là-dedans, est-ce que c'est peut-être correct pour un parent, pour un jeune en bas âge, d'avoir accès à ces médias sociaux? Là, je touche une corde sensible. Ça c'est une excellente question. Puis, tu sais, c'est vraiment du cas par cas. Je pense que il y a la notion de confiance qui est très importante envers des parents, envers les enfants, puis peut-être plus au niveau de la communication, sans nécessairement avoir accès aux comptes de médias sociaux. C'est peut-être plus d'ouvrir la porte puis d'établir le dialogue afin de s'assurer que, là, oui, les athlètes, mais puis là, Félix pourra le dire, mais tu sais, au-delà des athlètes, il y a tous les jeunes de ces générations-là qui vivent avec le bullying en ligne. Puis, c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile pour les parents. Mais je pense que si les parents essayent trop d'aller s'accaparer ou d'avoir accès à tout, ben là, au contraire, ben là, ça force l'enfant à essayer d'aller trouver d'autres manières de détourner. Il va peut-être se cacher un peu plus. Donc, c'est peut-être plus vraiment d'établir un certain dialogue, de s'informer par rapport à qu'est-ce que le jeune peut vivre de positif comme de négatif avec les médias sociaux. Puis, peut-être aux parents d'aller s'informer par rapport aux tendances, par rapport à qu'est-ce qui se passe côté sécurité, vie privée sur les médias sociaux. Puis vraiment d'être en mode écoute et aller au-delà des problématiques, puis vraiment aller donner des conseils peut-être. On sait que des fois, les parents, c'est peut-être pas les meilleurs porte-parole pour donner des conseils ou quoi que ce soit. C'est prouvé que souvent les coachs ont un impact important dans la vie des jeunes. Donc, pour moi, oui, il y a les parents qui sont importants, mais des fois, je pense que c'est le travail de l'entraîneur, beaucoup de communiquer sur des éléments comme ça. Fait que le coach est là pour, oui, enseigner le sport, enseigner les techniques, mais je pense que le coach est là aussi côté préparation mentale, etc., etc. Et dans la préparation mentale, ben, on veut s'assurer que l'athlète il est dans un bon mind state. Donc, peut-être s'assurer justement qu'on communique là-dessus quand on est un entraîneur de l'importance de parler des problématiques qu'on peut vivre sur les médias sociaux puis de ne pas avoir peur d'en parler avec une personne de confiance, que ce soit des amis, que ce soit un coach ou des parents. Là, j'ai l'opinion de Francis, mais je vais aller entendre l'opinion du jeune de 18 ans. Bon, c'est sûr que là, t'es majeur, Félix, donc théoriquement, tu es capable de gérer ça tout seul et je pense que tu le fais bien, tu nous l'as montré. En ça, moi, je suis une fan de tes Throwback Thursday sur tes images et tes vidéos de quand tu étais tout petit. Franchement, c'est ce qui me fait le plus sourire de tes publications sur ton compte Instagram. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses justement d'avoir des parents qui sont impliqués comme ça surtout d'un point de vue athlète, d'avoir un coup de main des parents, puis peut-être d'être capable d'écouter les conseils qu'ils peuvent nous donner quand on est un peu plus jeune? Mm-hmm. Eh bien, pour ma part, je pense honnêtement que c'est essentiel, si je peux dire comme ça, de ce que j'ai vécu personnellement. Surtout, comme je vous l'ai dit avant, mon père qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts avec ma petite page à tête sur Facebook, qui m'a beaucoup appris l'importance puis aussi l'impact que ça pouvait avoir
sur beaucoup de monde, les gens qui entourent, puis aussi étant maintenant plus vieux, mais les jeunes que je peux impacter et justement changer un peu leur vision des choses, tout dépendamment de ce que je montre puis de ce que je poste sur les réseaux sociaux. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Mes parents, ils m'ont donné des petits trucs, des petits tips de comment ça marchait. Puis c'est vraiment là-dessus que j'ai construit mes connaissances à ce sujet. C'est sûr que comme un peu, il l'a si bien dit, des fois, le parent, c'est pas nécessairement lui qui a toujours la meilleure astuce. Des fois, c'est le coach qui ont beaucoup d'impact, c'est certain, sur le quotidien des athlètes et le mien, étant donné que mon coach a toujours été là, dans ma vie. C'est quasiment mon deuxième père parce que ça a toujours été mon coach depuis le début. Mais je pourrais dire que pour ça, lui, il n'a vraiment jamais été dans les réseaux sociaux. Je pense que ça fait moins d'1 an qu'il est sur Facebook. Là, fait que, on pourrait l'appeler de la vieille école. Mais je suis vraiment d'accord sur le fait que les parents jouent un rôle assez primordial, si je peux dire, là, juste pour la construction des bases et de comprendre comment on peut l'utiliser et à quoi ça sert. Je pense que c'est vraiment essentiel. Les gars, juste pour compléter qu'est-ce que Félix disait, dans le fond, Émilie, je pense qu'un des éléments aussi, c'est le rôle de l'athlète. Hein. Une fois qu'on décide qu'on veut avoir une belle présence sur les médias sociaux, c'est de soi-même aller s'informer, aller regarder des vidéos sur YouTube pour comprendre comment les plateformes fonctionnent, comment les plateformes évoluent, parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des nouvelles tendances. Fait que c'est de toujours rester à l'affût pour essayer d'aller s'informer et comprendre. Fait que c'est le rôle de l'athlète aussi s'il souhaite l'intégrer dans son développement de carrière. Chose certaine, je pense que c'est vraiment une très grande partie de l'univers de l'athlète. On doit l'accepter. Je pense que des fois, c'est ça, j'ai de la misère à m'adapter, mais c'est correct. Ça doit être parce que je suis une autre génération. Mais je pense que quand ils sont bien utilisés, effectivement, en fait, les répercussions peuvent être très, très, très positives. Et c'est toujours de garder en tête que c'est jamais parfait non plus et qu'on ne veut pas quitter qui on est dans la vie de tous les jours. Fait que c'est vraiment de trouver le milieu de tout ça qui n'est pas toujours évident. Les gars, ça a vraiment été un plaisir de vous avoir aujourd'hui à nos premiers podiums. Francis, je savais que tu allais pouvoir apprendre des choses à Félix. Et Félix, de ton côté, on en a appris sur toi. Fait que vraiment, merci beaucoup. En terminant, je vous donne l'occasion de peut-être nous présenter sur quoi vous travaillez en ce moment. Félix, est-ce que la course aux Olympiques est toujours réaliste pour toi? Absolument, absolument. C'est sûr que ça peut être difficile à regarder vu de la situation que nous sommes présentement. Les compétitions se sont tous fait annuler il y a 3 mois. Tous les événements en camp d'entraînement ont été reportés. Donc, c'est sûr que c'était un gros point d'interrogation, si je peux le dire comme ça, là, pour la suite de cette année. Mais on a eu des pas pires confirmations, si je peux le dire comme ça, comme quoi les Jeux panaméricains, qui sont un peu mon laissez-passer pour les Jeux olympiques, étaient toujours présents là, dans l'objectif. Donc, pour l'instant, je continue à dire que c'est très possible et ça reste mon objectif premier pour cette année. C'est certain que, comme un peu dans tout le long de ma carrière, je ne prends pas des objectifs faciles. Le but, c'est toujours d'essayer de trouver la ligne entre quelque chose qui est un peu trop optimiste puis un bel objectif. Donc, je pense que c'est toujours ça que j'ai visé, en fait, là, depuis mes débuts. Alors, je vais continuer à viser haut. On travaille fort présentement, là, juste après cette petite entrevue. J'y retourne. Donc, je continue à travailler d'arrache-pied pour ça, niveau de la gym. Et niveau des réseaux sociaux, j'espère vous impressionner encore avec ce qui va s'en venir dans le futur en termes de contenu et de promotion et de mon avancée gymnique. En tout cas, on te le souhaite. Puis si jamais tu as des questions, là, tu as un expert stratège au bout du téléphone. Je te donnerai ses coordonnées. Francis, de ton côté, c'est peut-être une période qui est un peu difficile pour bien des gens, mais toi, vraiment, les médias sociaux, je pense que tu n'as même pas assez de 24 heures dans une journée pour y arriver. Oui, tout à fait. J'ai la chance d'être dans un domaine où les gens, comme Félix l'a mentionné un peu plus tôt, hein, on se tourne vers le numérique afin d'essayer de trouver des solutions à des problèmes d'entreprise ou c'est un excellent outil aussi de rester en contact avec les proches, la famille, les amis, les plateformes numériques. Donc, effectivement, que oui, je serais occupé, mais j'ai très hâte parce que on se croise les doigts
Hein, mais un de mes mandats qui s'en vient, sur lequel j'ai vraiment hâte de travailler, ben, c'est celui des Jeux du Québec, avec qui je vais travailler avec l'équipe de tvgo.ca qui s'occupe de la web diffusion en partenariat avec RDS. Donc, fait qu'on est en train de regarder justement les Jeux du Québec pour Laval 2021. On est en train de regarder comment malgré la COVID, comment on peut permettre aux parents, familles et amis de participer aux Jeux du Québec à distance avec les outils numériques, dont la webvision. Donc ça, c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler avec l'équipe de tvgo.ca. Puis vraiment, on se croise les doigts pour que ça puisse arriver pour que d'autres athlètes comme Félix puissent aller chercher la pilule, parce que les Jeux du Québec, moi, c'est un mandat que ça fait quelques années que j'ai la chance de travailler. Depuis 2014, je pense que je travaille sur le mandat des Jeux du Québec, donc c'est un super de beau mandat. Puis, tu sais, il y a des athlètes comme Félix qui passent par ce tremplin-là vraiment pour leur carrière d'athlète. Puis, c'est vraiment une super organisation. Donc, moi, c'est un mandat que j'ai vraiment hâte de retrouver, en fait, encore cette année. Bien, les gars, merci infiniment. Bonne année 2021. Je sais que vous avez, c'est pas les projets qui manquent pour les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à nos premiers podiums. Bien, merci, Émilie, pour ton invitation. Bye. Ciao. Au revoir. À chaque épisode, oui, on vous présente des entrevues avec des invités, des entrevues vraiment enrichissantes, vous venez de le voir, mais on en profite aussi pour vous donner de l'information additionnelle vraiment spécifique à cette 55e finale des Jeux du Québec, et on le fait à travers une capsule. Saviez-vous que? Saviez-vous que les investissements réalisés pour les Jeux du Québec vont laisser un leg important pour les Lavallois-Lavalloises? On a rénové nos parcs de baseball au parc Rosaire-Gauthier, au parc Chénier ou encore au parc Lausanne pour accueillir plusieurs des compétitions de baseball et softball. On a également construit un stade d'athlétisme de calibre international derrière le parc-école l'Odyssée des Jeunes. On a également rénové nos installations en tir à l'arc et on a aménagé des terrains de volleyball de plage au complexe sportif Bois de Boulogne. Bref, les athlètes du Québec méritent les meilleures installations pour pratiquer leur sport et nous sommes fiers à Laval de leur offrir. De plus en plus, Laval se positionne comme une destination du tourisme sportif, que ce soit avec la Place Belle pour les sports d'hiver ou que ce soit avec nos différents parcs et installations à travers la ville pour les Jeux d'été. Bref, les citoyens lavallois et lavalloises pourront bénéficier dans les prochaines années d'installations fraîchement rénovées de calibre international. Merci à Stéphane Boyer, maire suppléant de la Ville de Laval. Merci aussi à nos deux invités d'aujourd'hui, Francis Jeté et Félix Dolcy. Je vous rappelle que les épisodes sont disponibles en réécoute au rds.ca/balado-diffusion, également sur la plateforme iHeartRadio, et on vous invite également à suivre tous nos médias sociaux, également des Jeux du Québec, mais de la 55e finale des Jeux du Québec. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine pour un autre épisode de nos premiers podiums. Là, on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.